Bonjour, fidèles téléspectateurs, soyez la bienvenue à cette nouvelle édition de Politique Éco. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement des banques avec pour référence le système bancaire camerounais. Quel rôle jouent les banques au Cameroun dans le développement du pays? Quel est leur impact dans les différents défis que rencontre le Cameroun dans sa quête de l'émergence? Comment s'arrime-t-elle aux mutations de l'heure, notamment la digitalisation qui implique l'utilisation des technologies numériques pour fournir des services financiers? Notre invité du jour, Hervé Emmanuel Com, en politique et expert en banque et finance. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ma classe. Bonjour Carrefour TV. Bonjour. Madame, bonjour. Madame, Monsieur, je suis à votre disposition. Appelez-vous, madame. Merci. Une fois de plus, Monsieur Hervé Emmanuel Com, de recevoir le groupe Carrefour Média chez vous. Ma première question est toute simple. Comment définirez-vous une banque et son rôle fondamental dans l'économie? La définition, elle est classique. Une banque, c'est un établissement financier, une institution financière qui a trois missions principales. La collecte de l'épargne, la mise à disposition de crédit à ses clients, et puis des moyens de paiement pour ses clients. Donc ce sont les trois principales missions d'abord d'un établissement financier. Donc dans votre propos introductif, qui est juste, mais je voulais dire qu'il est rare de trouver en Afrique une banque qui fonctionne seulement dans un seul pays. Ce serait un peu curieux. En ce qui concerne le Cameroun, c'est plutôt la zone CEMAC qui est le premier territoire des banques, puisque nous sommes dans une zone intégrée. Et ces banques sont toutes régies par une seule institution de surveillance qu'on appelle la COBAC, qui relève de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Donc une banque, c'est un instrument pour l'animation de l'économie qui peut être, lorsqu'elle est bien gérée, elle est très utile pour le développement économique d'un pays. Et lorsqu'une banque est mal gérée, elle peut entraîner un désastre, une instabilité de l'économie, parce qu'elle va entraîner, disons, en domino, des faillites, la paralysie de tout le système économique. Donc, une banque en elle-même, c'est bien, c'est un établissement, mais ça fonctionne dans ce qu'on appelle le système bancaire. Et au Cameroun, il y a en tout une vingtaine de banques universelles, dont 19 exactement. La dernière née, c'est la banque équato-guinéenne qui est arrivée au Cameroun. Et nous avons des centaines de microfinances, ce qu'on appelle les banques secondaires, mais disons les microfinances, qui sont très nombreuses avec trois niveaux principaux dans leur répartition selon le poids qu'elles représentent. Donc le Cameroun est un pays qui a un système bancaire très important en Afrique, pris dans toute la zone franc. Et ce système aurait d'ailleurs être beaucoup plus important si on n'était pas passé à une vingtaine d'années par la fermeture de plusieurs avec des programmes d'ajustement structurel, voire même la disparition de certains comme la BAO. Donc certains croient que la CBC serait descendante, mais elle est simplement dans ses installations. Mais la BAO, qui était la première banque, la plus ancienne, installée qui accompagnait le contrôle colonial, a disparu depuis longtemps. Et il y a aussi eu la BICIC, qui aujourd'hui est la BICEC. Donc ce sont des banques qui possèdent, mais il y a aussi des nouvelles banques qui ont été créées. Il y a eu le Crédit Agricole qui a disparu, mais il y a aussi le Crédit Foncier qui est né. C'est un pays qui a une activité bancaire et une actualité très animée. Parce que d'abord, nous avons la première économie de la sous-région, et parce que nous avons la première économie, et je crois que nous avons la première population aussi de la sous-région. Mais bon, je vais conclure peut-être en attendant qu'on revienne là-dessus sur des sujets que je crois que vous allez m'interroger. Est-ce que le Cameroun a assez de banques? Non. Nous sommes en sous-bancarisation parce que presque toutes ces banques, qu'on appelle les banques universelles, se trouvent que dans les grandes villes. Et nous avons l'arrière-pays qui n'a pas de banque, d'où la montée fulgurante des moyens de paiement numériques tels que Mobile Money, Orange Money et d'autres. Donc, vous voyez une relation directe entre
la bancarisation, le développement de la banque sur l'espace du territoire. Et là où la banque n'arrive pas, les gens procèdent autrement, parce que j'ai cité les banques qui ont disparu. Vous avez aussi Campos qui reprend ses activités, mais malheureusement, la caisse d'épargne, qui était un instrument qui allait jusqu'au village, chez les planteurs et tout, a disparu. Et donc les situations sont telles que un fonctionnaire, par exemple, qui vit à l'est, à Berthois, se trouve obligé parfois d'aller jusqu'à Yaoundé pour toucher sa solde, et ça nous fait perdre des jours de travail, donc des points de croissance. Et quand il revient, il est parfois en difficulté dans les transports parce qu'il transporte en liquide ce qui aurait pu être tout simplement mis à son compte à Berthois ou à Yokadouma. Donc il y a encore un espace de développement de la banque, assez important, parce que nous ne sommes pas encore en bancarisation équilibrée, nous sommes un peu en sous-bancarisation. J'expliquerai après quelles sont les différences, parce que le FMI, la Banque mondiale, avait essayé de nous convaincre à un moment qu'on était en surbancarisation, c'est-à-dire que nous avions trop de banques par rapport à notre territoire. C'est faux. Nous sommes en sous-bancarisation. Alors, Hervé Emmanuel Combe, vous avez parlé du Cameroun en Afrique centrale, précisant que le Cameroun concentre plus de banques que les autres pays de la sous-région. Je ne sais pas si derrière le mot diversification, vous mettez dynamisme. Alors là, il faut faire attention. Les banques sont des entreprises comme toutes les entreprises, sauf qu'elles sont dans le domaine financier. Elles vont donc là où elles peuvent faire des gains, avoir beaucoup d'argent et avoir une activité qui va. Donc ce n'est pas la diversification en elle-même qui attire les banques, c'est le dynamisme d'une économie et puis le développement social de la population, parce que les banques ont des clients physiques, des personnes, et des clients institutionnels qui sont les entreprises, d'autres établissements. Donc c'est dans l'addition, le dynamisme de ces deux catégories de clientèle que les banques sont attirées. C'est-à-dire on va ouvrir une banque, parce que quand vous ouvrez, je ne sais pas, une agence bancaire, il ne faut pas qu'elle paie de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez assez de clients, et que l'activité de ces clients justifie les loyers si vous n'êtes pas propriétaire et tout. Vous savez, c'est l'économie, l'économie en français facile que je suis en train de faire. Donc, les banques viennent dans un pays, pas parce que nous avons 100 millions d'habitants, pour l'instant nous avons 30, merci, même avec nos biafrais, mais ils viennent parce que l'économie est dynamique, qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Ils viennent aussi parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Si vous êtes un banquier, à la fin de l'année, vous présentez un bilan, les comptes comme toute entreprise. Si vous ne gagnez pas d'argent, ce n'est pas l'argent des déposants qui est votre argent. Ce sont les commissions que vous touchez sur votre activité qui créent la valeur ajoutée à votre investissement. Donc, les banques vont là où les conditions d'activité sont les plus intéressantes. Je vous donne un exemple. Si le Cameroun décide, et c'est le cas, de soutenir son agriculture, et qu'il va soutenir cette agriculture par l'instrument fiscal, par exemple, en bonifiant les crédits qui sont octroyés aux planteurs, aux agriculteurs. Vous verrez que les banques iront à Kekem, nombreux, là où il y a les agriculteurs, et dans les villages, à Mbouroukou, à Melon et à Oubala. Mais si vous ne le faites pas, ce sont les agriculteurs qui vont aller vers les guichets bancaires et vous les éloignez du lieu de leur activité. Donc, il y a une réflexion qui doit être faite et les banques ont des services qu'on appelle de recherche et développement qui font la stratégie et qui raisonnent en fonction des pôles de développement. Vous verrez que quand on crée une zone industrielle, les banques qui ont souvent pour clients les entreprises industrielles vont s'implanter pour simplifier les mouvements, les écritures entre leurs clients et eux. Et ici au Cameroun, la curiosité, c'est que vous allez dans la zone industrielle des Bassa, vous ne verrez pas une seule banque dedans à Syncatex. Je rigole souvent, me demander, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur bureau à Bonandio. Et cela entraîne un ralentissement de la fluidité des activités et ça a même des conséquences même sur les embouteillages et tout. Quand vous faites que les banques doivent se déconcentrer et s'implanter là où sont leurs clients potentiels. C'est de la stratégie, ça s'apprend dans les meilleures écoles des banquiers.
Et vous déplorez le fait que cela ne soit pas le cas à Douala, par exemple? Ce n'est pas encore le cas. Les banques sont trop concentrées. Bon, il y a un mouvement. Si vous allez à Bonamsadi tous les jours, on ouvre un comptoir. Si vous allez, et je crois que demain, on aura des guichets bancaires, des agences bancaires dans les nouveaux quartiers jusqu'à la Dibamba, voire même en sautant le pont à Missolet 2 et tout ça. Parce que ce sont les clients. La justification d'une agence bancaire, c'est rapprocher le guichet de la clientèle. Vous voyez, même l'église, là où se trouvent les hommes pour aller proclamer le salut. Donc vous en ouvrez les paroisses, là où il y a les populations. Et la banque, c'est pareil. Elle doit aller là où se trouvent ses clients. Mais qu'est-ce qui explique effectivement, selon vous, qu'à Douala, ce ne soit pas le cas, que l'on ne retrouve pas des banques dans certaines zones qui sont des zones industrielles? Vous avez cité l'exemple de Bonaveri. Oh, je ne vais pas être insultant vis-à-vis des gens qui sont dans la même activité que j'ai exercée pendant plus de 30 ans. Il y a de la paresse et des habitudes. La paresse et les habitudes. Mais la réalité est que, comme je vous ai dit, on retrouve du dynamisme, l'attrait du secteur bancaire au Cameroun, ce qui va entraîner la compétition. Et quand vous êtes en compétition, vous êtes obligé de vous bouger. Je vous donne un exemple. Lorsque BGFI s'est installé au Cameroun, il avait une seule agence. BGFI avait une seule agence qui se trouvait à Bonandio, à côté du camp militaire. Il n'y a pas un chat qui habite là-bas. Donc tout le monde allait là-bas. Après, ils ont commencé à comprendre, avec leur développement, ils ont ouvert une agence à Bonapriso. Maintenant, ils ont un siège encore à Bonapriso. Ils ont des comptoirs maintenant. Je crois qu'ils doivent avoir même des comptoirs du côté Bonamsadi. Donc, la banque va là où il y a la richesse et la fortune et des potentiels des clients qui sont capables d'augmenter son chiffre d'affaires et ses activités. Donc, ça va arriver. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'on est un peu en sous-bancarisation et les banquiers doivent se réveiller parce que c'est ça qui stimule les montagnes de capitaux pharaoniques qu'on trouve maintenant dans les mobile money, Orange Money. C'est parce que les Camerounais aussi refusent d'aller à la banque. Certains ont peur d'entrer à la banque parce les banques étaient un peu comme les sous-préfectures. Les gens avaient peur d'entrer à la banque alors que pour ouvrir un compte, on n'a pas besoin d'un sou si on est salarié. Et si on n'est pas salarié, on n'a besoin que de 25 000 francs. Et tout le monde devait avoir un compte bancaire parce que l'argent numérique dans nos téléphones ne nous donne pas les services que la banque doit nous donner dans certaines activités, paiement des impôts, paiement de certaines factures. Vous voyez. On va parler du climat des affaires. Oui. Le climat des affaires au Cameroun. On sait que l'amélioration du climat des affaires demeure une condition prioritaire du développement du secteur privé. Alors, dites-nous, dans quelle mesure les performances du secteur bancaire camerounais peuvent être profitables au secteur financier, au secteur privé? Alors, vous me suggérez une question un peu torcou, là, parce que les banques sont relèvent du secteur privé. Le Cameroun s'est désengagé du secteur bancaire avec des programmes d'ajustement. Et l'État du Cameroun peut être actionnaire, mais il est minoritaire dans la quasi-totalité des banques. Il ne faut pas confondre, la Caisse de dépôt et de consignation n'est pas une banque. Donc c'est un des rares endroits où le Cameroun est majoritaire, puisque ça appartient à 100% à l'État, mais ce n'est pas une banque. Je voudrais revenir avant de répondre à votre question. Toutes les banques sont des établissements financiers, mais tous les établissements financiers ne sont pas des banques. C'est-à-dire que le capital risque, certaines formes de banques de conseil en investissement ne sont pas les banques. Ils exercent une activité financière, mais ne sont pas les banques. Alors, pour revenir à votre question, écoutez, on ne peut pas avoir le développement d'un système bancaire s'il n'y a pas de conditions stimulantes de l'économie. Conditions fiscales, parce que les banques paient aussi des impôts. Conditions d'attraction de certains crédits. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'une des choses que j'espère voir avant ma mort, c'est qu'on commence à aider l'économie à travers des prêts bonifiés. Si l'État, par exemple, décide qu'il va soutenir le secteur agricole, et c'est le cas, pour parler du climat des affaires, il doit, avec les banques, mettre en place des crédits avantageux pour attirer les gens dans le secteur agricole. C'est-à-dire que, par exemple, il doit
donner des facilitations qui permettent aux banques de faire des crédits pour acheter de la machinerie agricole. Donc, il y a un lien direct entre le climat des affaires, la gouvernance économique et le développement du secteur bancaire. Parce que le secteur bancaire est un instrument d'ajustement de la politique économique. Si j'étais ministre des Finances et que je pense que je vais stimuler, par exemple, l'achat des machines à coudre, eh bien, je vais, à travers les établissements bancaires, permettre l'octroi de crédits, la facilitation de crédits pour les demandes pour l'achat des machines à coudre. Vous voyez? Donc, il y a un lien entre ce que vous appelez au climat des affaires, moi je dirais le dynamisme du climat de l'économie. La banque n'est qu'un acteur dans l'environnement économique. Et tous les acteurs doivent jouer en synergie. Donc, une banque ne peut pas bien se porter dans une économie malade, à moins que ce soit une blanchisserie. Bon, je sais qu'il y en a aussi. Mais quand l'économie va bien, même les banques vont bien, si elles sont bien gérées. Parce que je vous ai dit qu'une banque se gère comme n'importe quel ménage ou entreprise. Si vous avez des dirigeants d'une banque incompétents ou des voyous, tout ça, d'abord, ils vont être rattrapés par la réglementation, le contrôle bancaire, par la COBAC. Et deuxièmement, ils ne feront pas fortune parce que tous les banquiers qui confondent chiffre d'affaires et leur argent personnel finissent dans la faillite. Et souvent, c'est l'État qui vient payer à la place de la banque qui est pourtant qu'une entreprise privée appartenant à des individus. Si on parle tout à l'heure des différentes banques, vous verrez, je pourrais citer quelques actionnaires de ces banques. Donc, il n'y a pas de raison qu'en gérant mal le risque entrepreneurial, que ce soit... Alors, on va rester dans le climat des affaires avec vous, Hervé Emmanuel Combes. On sait que le transfert des fonds internationaux est en... Dites-moi, pourquoi ça vous appelez climat des affaires? Parce que c'est un mot générique. Climat des affaires, à savoir le monde des affaires, la création d'entreprises, le fonctionnement des entreprises. Non, moi j'entends par climat des affaires, c'est le banquier qui vous parle, c'est-à-dire que les conditions de stimulation d'une économie. C'est-à-dire, vous avez ici, je ne dois pas parler à la place du GECAM, même si j'ai une certaine proximité avec eux. Le climat des affaires, c'est par exemple la confiance qu'on a dans la gouvernance économique. Le climat des affaires, c'est par exemple qu'il y ait moins d'impôts. Vous savez qu'il n'y a personne qui est heureux de payer trop d'impôts. Le climat des affaires, c'est que les institutions judiciaires qui doivent régler les contentieux entre deux actionnaires d'affaires prennent des décisions justes et équilibrées et que ces décisions soient respectées par les uns les autres et que l'État assure la sécurité juridique en garantissant qu'on va respecter les décisions de justice, par exemple, en matière de contentieux des affaires. C'est ça le climat des affaires. De ce point de vue, le Cameroun progresse beaucoup. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et on peut donc dire que c'est l'État qui doit faire l'essentiel du travail dans le contexte actuel. Il doit créer les conditions qui stimulent la création d'entreprises, donc le florissement des affaires. Et de ce point de vue, les banques ne font qu'obéir parce que les banques, c'est une activité réglementée. Voilà, je cherchais le mot depuis. La banque, c'est comme être avocat ou tout. C'est pas une activité où vous vous levez le matin, vous prenez une sonnerie et j'ai créé une banque, tout le monde d'accord. Non, vous devez avoir un agrément. Vous devez avoir une autorisation et vos activités sont surveillées, sont sous contrôle parce que vous gérez l'épargne, vous collectez l'épargne publique et vous faites des crédits. Donc, comme c'est une activité réglementée, elle se développe selon l'évolution de la réglementation. Mais vous n'avez pas répondu à ma question puisque je parlais du transfert des fonds internationaux. Non, ça c'est un deuxième niveau. Le transfert de fonds, ce n'est pas dans le climat des affaires. Le transfert de fonds, tout simplement, est que quand vous avez une économie qui est exportatrice, vous recevez les devises qui vont à la Banque centrale. Mais si vous n'avez plus des exportations, vous n'avez pas de devises, puisque le franc CFA n'est pas convertible à l'international. Il transite dans sa valeur avec l'euro, par exemple. Ou si vous avez l'euro, le dollar, c'est là. Donc, les difficultés que certaines entreprises éprouvent pour leurs activités, le commerce extérieur, comme on appelle en termes bancaires, c'est dû au fait qu'il y a aussi un ralentissement de l'exportation. Je vais vous donner un exemple. La société à l'UQAM qui appartient à l'État est, parce qu'elle n'est pas encore disparue, une des grandes pourvoyeuses de devises pour le Cameroun, puisque toute son activité
c'est à l'exportation. Nous sommes une des plus importantes sociétés de vente d'aluminium, de bauxite traité à l'exportation. Ces activités étant ralenties, nous allons perdre le volume de devises que rapportaient ces activités. La Sonara, si elle ne reprend pas vite ses activités, on a une diminution des recettes en devises, puisqu'elle fait essentiellement ses activités en dollars ou en euros. La SNH, qui marche encore très bien, elle récolte des devises dans les transactions de pétrole. Donc, vous avez ainsi des suites, des entreprises à l'exportation qui font que les devises rentrent. Et en contrepartie, ces devises sont mises à la disposition des entreprises qui vont acheter en Chine ou en tout des matériaux de construction. Donc, la banque est un rouage très important pour connaître le dynamisme du commerce extérieur d'un pays. Et la banque a besoin que ça marche pour pouvoir mettre à disposition de sa clientèle, surtout des entreprises qui travaillent à l'international, les moyens de paiement. Donc, comme je vous l'ai dit, les trois métiers, la banque, la collecte de l'épargne, la mise à disposition des crédits et la mise à disposition des moyens de paiement. Parmi ces moyens de paiement, il y a les devises. Tout à l'heure, on parlait de réglementation du secteur bancaire. Je voudrais savoir, M. Hervé-Emmanuel Combes, la COBAC joue-t-elle réellement son rôle de régulateur du secteur bancaire dans la sous-région Afrique centrale? Oui, je ne peux pas dire non. Est-ce qu'elle joue bien? Là, c'est une autre question. C'est la deuxième question. C'est bien son rôle. Une deuxième question que vous me posez, qui est très pertinente. Il faut interroger les acteurs du secteur. Vu de l'extérieur, parce que j'ai fait essentiellement une carrière bancaire à l'étranger, en Europe, il y a des situations dans lesquelles on s'est posé la question, mais où est la COBAC? Où était la COBAC? Pourquoi en est-on arrivé à des situations de presque faillite de certains établissements bancaires? Ça veut donc dire que la COBAC n'a pas agi avec toute la rigueur, parce que la COBAC contrôle à temps et a posteriori, et elle peut faire aussi la prévision, parce que les règles prudentielles de gestion d'un établissement financier sont fondées sur ce qu'on appelle les guidelines. Et vous avez aussi les règles de BAL 1, BAL 2, tout ça. C'est-à-dire qu'une banque ne doit pas être, par exemple, en déséquilibre entre ses avoirs et ses engagements. C'est l'argent des déposants, sont les avoirs. Il y a donc des ratios qu'on appelle ratios Cook que doit s'appliquer pour l'utilisation des avoirs qui sont l'argent des déposants. En plus que nous avons un problème au Cameroun, le fonds de garantie, c'est-à-dire dans tout pays, pour sécuriser les déposants, c'est-à-dire les clients des établissements bancaires, on crée toujours un fonds de garantie. De sorte que s'il y a un collapse, c'est-à-dire une faillite d'un établissement, l'État utilise ce fonds de garantie pour que tout le monde ne perde pas l'argent. Mais si vous prenez les histoires qu'il y a eu, bon, on me dira que ce sont des microfinances. Vous connaissez les faillites des microfinances ici. Beaucoup de clients sont restés avec leurs larmes et ne sont jamais rentrés dans leur argent. Alors maintenant, la COBAC a étendu ses activités dans le contrôle aussi de ces établissements secondaires. Et c'est là qu'il faudra juger, voir un peu comment elle va réagir ou anticiper les mouvements. Nous sommes dans une phase plutôt... Le Cameroun, le secteur bancaire est ce qu'on appelle surliquidité, mais bon, c'est un mauvais mot que je n'aime pas. Quand on dit qu'il y a un établissement bancaire en surliquidité, c'est que ce n'est pas bien géré. C'est un point de vue, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle ne fait pas de prêts, qu'elle n'utilise pas l'argent pour gagner encore plus d'argent. Mais nous sommes plutôt au Cameroun, plus globalement, dans une situation, la COBAC n'a pas trop de travail à faire. Elle surveille que le crédit soit octroyé pour le développement de l'économie et peut-être prévenir aussi avec d'autres institutions comme la NIF, que les banques ne se transforment pas en blanchisserie. C'est-à-dire que les banques ne financent pas des activités contraires à l'ordre public, mais à la sécurité nationale du Cameroun et voire de la sous-région. Donc, la COBAC fait son travail. Il y a un grand débat, mais ça, pourrait être l'objet de notre mission. La COBAC fait son travail et elle-même
est si téméraire qu'elle a pensé à un moment que les caisses de dépôt et consignation sont dans son périmètre de compétence et qu'elle contestait, d'un point de vue que je partage, les caisses de dépôt ne relèvent pas de la compétence de la COBAC dans leur activité essentielle, parce que ça relève de la souveraineté nationale et de la politique financière qui, elle, n'est pas sous le contrôle de la COBAC. Donc, oui, la COBAC fait son travail, elle a toute sa place. Et vous savez, dans tous les pays du monde, les États-Unis, tout le monde, même les pays d'idéologie communiste, il y a toujours une institution de régulation, de contrôle des banques. Si vous ne contrôlez pas les banques, beaucoup de choses peuvent vous échapper et même vous pouvez entrer en instabilité politique durable. Je n'en dirai pas plus. Parce qu'il y a un lien entre la sécurité nationale et la circulation de l'argent. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'ANIF, qui est donc l'agence au Cameroun chargée de la lutte contre le blanchissement de l'argent et le financement du terrorisme. Et aujourd'hui, au Cameroun, on parle beaucoup plus de corruption et de détournement des deniers publics. Écoutez, c'est pas j'ai un problème. Moi, je suis un banquier de l'école libérale et occidentale. Le banquier n'est pas le supplétif de la police. C'est très dangereux parce que on ne privatise pas la sécurité nationale. Évidemment, le banquier a des obligations. C'est de vous demander l'origine des fonds que vous venez déposer chez lui, ou bien la nature de la transaction que vous faites si vous envoyez de l'argent à quelqu'un. Donc, ce sont des obligations prescrites par la loi, n'est-ce pas? Et vous avez vu quand il y a eu les événements critiques dans le nord-ouest, sud-ouest, on a suspendu les transferts d'argent et c'était pertinent parce que non seulement de l'étranger, mais à l'intérieur du pays, il y avait des éléments qui indiquaient que malheureusement, certains participaient au financement des activités des terroristes dans le nord-ouest, sud-ouest, dans le Nozo. Mais à part cela, quand vous venez déposer votre argent, le banquier, si ce n'est pas l'argent d'origine salariale ou d'une transaction classique, il vous demande quelle est l'origine de votre argent, n'est-ce pas, de cet argent, et il n'a pas l'obligation de le refuser si vous lui donnez une réponse. Il peut faire un signalement aux agences de contrôle, et je pense que si le banquier devient un indique, que ce soit la CONAC et tout, c'est le monde à l'envers et on va arriver à des situations d'incompréhension qui risquent de poser plus de problèmes à la banque qu'à ces entreprises. Ces institutions qui ont été mises en place doivent avoir les moyens de leur mission et ce n'est pas aux banquiers de venir contrôler si votre argent vient de telle ressource. Si vous êtes corrompu, la banque, ce n'est pas un confessionnal. Hein. Vous n'allez pas dire à votre banquier, oui, je sors d'une opération, je suis corrompu. Je crois qu'il ne faut pas prendre les gens pour les naïfs. C'est à l'État de mettre un système de contrôle de ses propres activités pour prévenir la corruption et empêcher qu'elle se mette en place. Ça, ce n'est pas la mission de banquier. Un banquier ne doit pas sortir de sa mission, n'est-ce pas, d'accompagnateur financier, de conseil à la clientèle et de mise en disposition des moyens de paiement, de la récolte de l'épargne et de participer, n'est-ce pas, au développement économique de ses clients. Et ça, c'est sa mission. Quand il sort de ces 7 principales missions, il commence à faire un métier qui n'est pas le sien. Et celui qui exerce un métier qui n'est pas le sien l'exerce mal. Et là, ça devient le développement, c'est ce qu'on appelle en langage simple ici, le tchoukou-tchoukou, on ne sait plus qui fait quoi. Et donc, personnellement, je pense que ce n'est pas le rôle du banquier. Quand je l'ai dit, ce n'est pas non plus le rôle du banquier d'assister les fraudeurs. Si le banquier a des indices de doute, il doit les signaler parce que demain, c'est lui qui répondra à la COBAC. Vous comprenez? Mais au quotidien, il ne doit pas se lever le matin pour mettre la main dans les poches des gens, voir la couleur de leur billet de banque et leur origine, si ça vient de la dîme à l'église, parce qu'il y a des voleurs aussi à l'église. Ce n'est pas le rôle du banquier. J'ai une autre question. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ne font plus confiance aux banques. Je vais m'expliquer. Les gens ne font plus confiance aux banques. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans cette maison que vous dites ça. Madame, c'est dans cette maison que vous dites ça. Bon. Mon travail de journaliste, d'enquêteur et tout, je me suis rendu compte dans mes investigations que beaucoup de personnes aujourd'hui
ne font plus confiance aux banques. Peut-être que vous allez nous dire le pourquoi. Et ces personnes préfèrent garder leur argent dans leur téléphone. Tout à l'heure, on parlait de transfert numérique. Dans les sangs banjo. Voilà. Voilà. Donc, la première question, pourquoi aujourd'hui les gens ont peur de garder l'argent dans les banques? Et de deux, est-ce que ce phénomène de transfert numérique d'argent n'est pas devenu une véritable menace pour les banques traditionnelles? Alors vous posez plusieurs questions, toutes pertinentes. Oui. La première, c'est que, les banquiers doivent travailler et communiquer pour qu'il y ait une confiance des déposants qui viennent dans leurs établissements. On a passé une période aussi où les banquiers étaient entrés dans l'arrogance, pire que les fonctionnaires. C'est-à-dire, ils se prenaient propriété, ils se croyaient propriétaires de l'argent qui se trouve dans leur compte, dans leur livre. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des déposants. Vous comprenez? Donc, la banque doit avoir de l'humilité et travailler des relations avec ses clients. C'est la période où on faisait la cour aux banquiers, même quand on avait plein d'argent, elle est passée. C'était la période où on fermait les banques et les gens qui avaient l'argent méritaient se disaient, bon, au lieu que les souris, les rats ou le feu ou les voleurs viennent récupérer mon travail, je vais le déposer quelque part. Et les banques jouaient un peu les femmes qu'on devait faire la cour. Ce n'est pas possible. Maintenant, je vous ai dit qu'on a 20 banques universelles, au moins les microfinances. Hein? Quand vous avez de l'argent qui est légal, l'argent propre, vous n'avez pas à subir les caprices d'un banquier. Donc, il faut faire, je dis ça aux jeunes banquiers, le métier de la banque n'est pas compatible avec l'arrogance. Le métier de la banque n'est pas compatible avec certains comportements. Vous entrez à la banque avec un projet, le banquier vole votre projet, il va essayer de le faire avec des copains en ville. Ce sont des conflits d'intérêts qui sont même des infractions à caractère pénal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cette période, vous faites bien dans la communication globale que vous avez la charge de rappeler cela pour que les banquiers qui nous regardent sachent qu'ils doivent apprendre à avoir une relation de confiance avec ceux qui se présentent chez eux, même en service. Je suis entré dernièrement dans une agence bancaire, je vais taire le nom puisque c'est une banque qui n'a rien contre elle, pour juste envoyer de l'argent pour la pension de ma fille, d'une de mes jeunes filles qui est étudiante dans une université dont je ne vais pas faire la publicité, mais dans une université payante. Ben, je peux vous dire qu'il y a une personne au comptoir qui a une attitude condescendante. Je dis, madame, si vous n'avez pas de télévision sur vous, je suis désolé, vous devez connaître mon visage. J'ai exercé ce métier à un niveau le plus élevé pendant plus de 30 ans et votre attitude me désole. Parce que je devrais appeler votre patron, que je connais, mais je ne le ferai pas. Faites un effort. Quand vous adressez aux clients, soyez douce et tout ça. En plus, c'était une belle femme. Donc, je vous donne cet exemple pour montrer que, en mettant dans un rapport déséquilibré le client et les agents de la banque, ça ne sert pas l'intérêt de la banque. La deuxième chose maintenant, les tricheurs et les malhonnêtes ont toujours peur des choses qui peuvent laisser les traces de leurs activités. Donc, ce ne sont pas les banquiers qui disent de ne pas venir. Mais quand vous mettez l'argent à la banque, il y a une écriture. Donc, si vous avez de l'argent volé ou qui sort de la corruption, n'allez pas à la banque, je ne suis pas votre conseiller, parce que la banque, c'est comme les petits poussins, ça va laisser des traces de l'argent que vous avez transporté. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que, à la fois, parfois, par l'attitude des banquiers, les gens s'en éloignent, mais aussi par le travail de l'économie souterraine, l'économie du chaos. Beaucoup n'ont pas intérêt à aller à la banque parce qu'on va les rattraper, la COBAC, la NIF, la CONAF va trouver. Donc tout cela ne peut s'estomper que quand on vient dans un climat d'affaires apaisé et transparent où on est sûr que tout est fait de façon réglementaire, sans tricherie. Bon. Ceux qui ne veulent pas payer leurs impôts et pensent que l'argent sera saisi, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé votre compte qu'on ne vous fera pas payer. Si vous devez l'argent au fisc, il trouverait un moyen de venir saisir, y compris votre maison. Donc, c'est une situation qui évolue. Alors, la deuxième, vous avez posé 3 questions en une d'ailleurs.
La question suivante, c'est celle-ci. Est-ce que le fait maintenant que les transferts numériques d'argent soient récurrents, voilà. Mais oui, madame. Il y a un lien entre le ralentissement des dépôts pour les personnes physiques dans les banques et le développement exponentiel des transferts d'argent par voie numérique, par les téléphones. Alors, ça pose un autre problème, et on fera une autre émission. Est-ce que ces sociétés de téléphonie mobile sont des banquiers? Ma réponse est non. Ils font cette activité avec des banques, mais les banques ne sont pas encore très transparentes là-dessus, parce que derrière, je n'ai pas à le révéler, je suis encore lié par ma réputation de professionnel de la banque. Mais derrière ces sociétés de transfert se trouvent souvent des banques. Et je connais quelques noms, mais bon. Alors, Emmanuel, parlant effectivement de cette activité, c'est le transfert d'argent. Globalement, ça touche plus de... Parce que là, je connaissais les chiffres exacts il y a une dizaine d'années, c'était près de 1000 milliards, mais ça commence à dépasser. C'est-à-dire de l'argent, des volumes d'argent qui circulent. C'est la preuve que, comme on a dit à l'introductif, il y a des zones où il n'y a pas d'agence bancaire et le seul moyen pour quelqu'un de garder de l'argent de façon un peu plus sécurisée, il est vrai qu'il y a la criminalité numérique maintenant où il y a des spécialistes qui vous volent l'argent dans votre compte mobile ou Orange Money. Mais la principale justification, c'est que celui qui se trouve dans une zone reculée, s'il peut avoir le téléphone, si son téléphone n'est pas déchargé, et en temps réel, son peu d'argent qu'il a dans son téléphone. Parce qu'il y a un lien aussi entre la disponibilité de l'énergie et le développement des moyens de paiement numérique. Mais les banques devraient se poser des questions. Pourquoi elles-mêmes n'ont pas été la locomotive de ce secteur, hein? Alors on peut dire que c'est un désaveu. Je vais utiliser le mot en français facile. La banque est un système. Donc tout système a ce qu'on appelle une biologie. La naissance, la croissance et tout, l'âge adulte et tout. Les banques avec des chocs économiques, on a eu des programmes d'ajustement, beaucoup de banques ont disparu et d'autres ont reflué. Aujourd'hui, on est en plein dans le développement de ce qu'on appelle la raffinerie financière, l'infrastructure bancaire. La banque, c'est comme une route. Hein. La route Douala-Yaoundé, si vous avez la possibilité à Boumiébel d'aller emprunter l'autoroute, vous allez plus vite. Mais entre Douala et Yaoundé, vous êtes dans une circulation réduite à cause des risques de flux de transport. Donc, je suppose que l'irruption de la monnaie numérique est due aussi au fait que l'infrastructure bancaire n'est pas encore suffisamment développée. Elle n'est pas développée, c'est-à-dire on n'a pas encore, de façon démocratique, mis à la portée de l'homme qui habite Yokadouma ou Mulundu les possibilités d'ouvrir un compte sur place. Et le seul moyen pour lui de garder quelques économies, c'est de les mettre dans son téléphone. Et encore, vous verrez qu'il y a un problème. Les call box sont la partie qui démontre que les sociétés de téléphonie mobile elles-mêmes n'ont pas le développement pour suivre le développement de cette activité. Vous allez chez un callboxer, vous voulez mettre 100 000 francs, il dit « j'ai pas assez de moyens ». Donc il ne peut pas faire l'opération. Parce que les callbox, ce ne sont pas, même s'ils ont des enseignes avec des couleurs orange ou bien MTN, n'appartiennent pas à ces sociétés. C'est une autre activité qui est née, un peu comme vous avez un phénomène maintenant, il fait une discussion, mais c'est l'économie. Je ne sais pas si ce sont les commerçants voyous qui le font. On ne trouve plus la bière hein, dans les endroits comme ici. Vous voulez la Isenberg qui est mon goût, bon, ce n'est pas de la pub, et on vous dit qu'il n'y en a plus. Là où il y en a, les commerçants ont augmenté les prix. Donc, quand il y a le développement d'une activité, si elle n'est pas contrôlée et maîtrisée par ceux qui doivent la conduire avec expertise, elle crée une économie souterraine, une économie périphérique qui peut ralentir ce développement. Donc, le développement du numérique, c'est un peu le fait que le système bancaire a encore du chemin à faire. Et le développement du numérique indique aussi qu'il peut avoir un risque, parce qu'il y a une criminalité là-dedans aussi.
que les gens qui ne sont pas les banquiers exercent ce métier. Mais bon, on me dira que la collecte des fonds, ce n'est pas un monopole dû aux banques. C'est aux banquiers de se battre pour que l'État lui accorde le monopole de la collecte des fonds. Mais contre quoi, je ne sais pas. Donc, tout ça, c'est l'économie, mais c'est à l'État d'être vigilant et surveiller pour que ça n'échappe à personne. Parce qu'il y a une masse d'argent quotidienne qui s'élève à plus de 1000 milliards qui passe par les transferts, les retraits. Alors, si on surveille les groupes de crimes organisés, mais il y a la petite frappe aussi des voyous, qui 1 + 1 = 2. S'ils sont 100, ça devient très important. Si 100 voyous réussissent à voler chacun 100 000 francs, vous voyez combien ça représente dans la journée? La présence de ces opérateurs, ce thème de télécommunication, dans un segment qui avant était utilisé, géré par les banques, est-ce que leur présence dans ce secteur est légale? Vous venez de me nommer ministre de la dénonciation ou quoi? Je ne veux pas répondre à cette question parce que j'ai un point de vue qui gêne à la fois ces entreprises-là et les banques. Bon, je vais vous dire, hein, parce que bon, Carrefour, c'est ma télé, je l'aime bien. C'est pas clair. Il faut qu'on adapte la législation par rapport au développement de cette activité. Il ne faut pas que, selon les saisons, pour des raisons de sécurité, on se réveille, il est interdit de faire les transferts. Moi, j'aime pas les interdictions. Je crois qu'on peut tout prévenir. Et selon les occasions, on constate que, tiens, à travers les transferts, les gars ont réussi à faire un casse et ils ont vidé l'argent en envoyant aux 4 coins du monde. Bon. Donc, je crois qu'il y a une réglementation qu'on doit mettre à jour. Hein, et on doit être en pointe, parce que c'est un progrès technologique, mais c'est un danger aussi pour la sécurité des opérations. Et dans plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, regardez par exemple, moi je prends toujours à travers ma maison, j'ai mes 2 jeunes filles qui sont encore à l'université, les dernières, elles sont adultes. À leur âge, il y a une qui a eu 18 ans, l'autre a 20 ans. Normalement, elle devait ouvrir un compte bancaire. Mais elle me dit, on ne va pas sortir du campus pour aller à la banque. Là, ce n'est pas parce qu'un banquier m'a répondu. Elle préfère que vous lui envoyez de l'argent dans mobile money. Elles ont ça à portée de main. Donc, la banque doit réfléchir comment elle peut être aussi une banque à portée de main de ses clients. Il y a des banques aujourd'hui qui ont développé des services qui permettent à leur clientèle de pouvoir avoir accès à leur argent via... Tu as été à la création de ce qu'on appelle les DAB, les distributeurs automatiques de billets. D'accord. Vous connaissez les banques ici au Cameroun qui ont mis les distributeurs automatiques de billets là dans la rue, là. Vous les connaissez? Non. Ça aussi, c'est un problème de sous-bancarisation, développement de l'infrastructure bancaire. Mais dans la rue, vous allez trouver 10 call-boxers qui sont prêts à vous le mettre si vous voulez retirer de l'argent. Vous voyez? Voilà la différence. C'est-à-dire que la banque de proximité, c'est l'avenir. La banque qui reste là à croiser les mains à Bonanjo, qui crée des embouteillages dans ses faux sièges, c'est la banque de grand-papa. Donc, la banque doit s'arrimer à ce développement. Il est vrai que plusieurs banques ne sont pas inquiètes maintenant parce qu'elles récoltent une partie de l'argent. La création des guichets, la présence des guichets électroniques ne réussit pas à résoudre ce problème, celui de l'accès facile à l'argent. Écoutez, pour aller à un guichet électronique, à un distributeur de biens, vous devez être client de la banque. À défaut d'être client de la banque, vous devez être porteur d'une carte de crédit. Et si vous me donnez 3 noms de banques qui peuvent donner la carte de crédit à mon plombier, j'y vais tout de suite après notre émission. Vous comprenez? Ça veut donc dire qu'il y a encore une distance entre la banque et ses clients potentiels. Donc, le développement de la banque va passer par le fait aussi que la banque ait une proximité avec ses clients potentiels, avec son marché. Donc, moi, je ne suis pas pour la fin de l'activité de mobile money, c'est-à-dire que le transfert par téléphone. Mais les conséquences de cette activité, je crois qu'on ne les a pas encore bien cernées et il va falloir que les institutions de contrôle et de sécurité soient en alerte.
pour que ça ne soit pas... Et puis, disons la vérité, c'est essentiellement une activité de consommation. On n'investit pas avec les transferts d'argent par téléphone. Or, parmi les missions du système bancaire, c'est soutenir l'investissement. Là, c'est vraiment la consommation au sens primitif. Et maintenant, les restaurants, tout le monde s'est engouffré. Vous allez prendre un café quelque part, on vous dit que vous pouvez payer par transfert téléphonique. Parlons effectivement toujours de ce secteur des transferts avec Emmanuel Com. Bien avant la mise sur pied par MTN et Orange des comptes électroniques, le marché des transferts au Cameroun était dominé par Express Union. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui disent que l'État n'a pas pu protéger l'intérêt de cette société qui pourtant est une société nationale. Hein? Et qui contrôle ça? Bon, vous savez que j'ai des responsabilités politiques aussi. Bon, le patron d'Express Union est un ami à moi. Le rôle de l'État n'est pas de créer des monopoles. Je suis contre les monopoles. Parce que quand il y a des monopoles, la victime, c'est le consommateur. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise locale. Je vous ai dit, et ça c'est valable pour tout management, le leadership dans l'entreprise, une entreprise doit anticiper les progrès et les évolutions de la situation dans sa sphère d'activité. Je crois que Express Union n'a pas vu venir la compétition avec le handicap que lui, Express Union a, c'est que lui, pour faire le transfert, il fallait physiquement se rendre dans le bureau d'Express Union. Alors que vous n'avez pas besoin de vous déplacer de ce bureau, je peux vous faire un transfert tout de suite sans bouger de ma chaise. Vous voyez? Et donc, l'évolution d'Express Union était de se marier avec un opérateur économique, téléphonique. Et que cet opérateur téléphonique, lui, a un intérêt partagé dans le domaine de l'activité parce que Express Union maîtrise le métier de transfert, mais il n'a pas le métier de la téléphonie et le numérique. Donc, c'est là son handicap. Et maintenant, demander à l'État d'interdire qu'on ait des transferts numériques, écoutez, ce que je viens de dire à notre propos introductif sur la sous-implantation des banques dans l'arrière-pays est valable pour Express Union. Le gars qui habite au Kaduma vous dira, je prends un bureau d'Express Union chez moi. Et au nom de quoi vous allez m'interdire d'utiliser le téléphone, si c'est possible, que j'envoie l'argent ailleurs. Le gars qui habite à Messamena, nous voulons un développement de tout le pays. Donc Express Union, le problème avec cette activité, c'est que, je l'avais dit d'ailleurs au patron d'Express Union, il faut qu'il se marie sur le plan national, hein, parce que sur le plan international, ces activités continuent sans problème, puisqu'il fait des transferts à l'étranger, oui. Mais sur le plan ici, et oui, effectivement, le transfert par téléphone a réduit, a rétréci son périmètre d'activité. Ça a contracté son périmètre. Et il faut qu'il trouve une association avec une entreprise de téléphonie. Mais l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire ce qu'il aurait pu faire il y a 10 ans, le coût va être très élevé parce que le gars va dire au nom de quoi les partages de bénéfices ne permettront. Peut-être qu'il verra que cette activité n'est même plus rentable pour lui en s'associant à un opérateur téléphonique. Mais bon, on ne peut pas arrêter l'avenir. Donc, pour vous répondre, ce n'est pas à l'État de créer des monopoles. L'État doit un seul monopole, enfin, quelques-uns. Notre sécurité, c'est-à-dire la violence autorisée, armée, gendarmerie, police, et tout ce qui est dans le monde moderne de la compétition, la création des richesses, valeur ajoutée, l'État doit surveiller pour qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale, mais il n'a pas à protéger des groupes. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue du RDPC, c'est le mien. Et parlons effectivement de sécurité, vous avez souligné ce point qui est un devoir de l'État, assurer la sécurité. Est-ce qu'il existe... C'est son rôle régalien. Vous posez là une très bonne question, mais vous avez aussi la réponse. Nous avons une très bonne institution que très peu de Camerounais connaissent, mais gardez bien le nom que je vais vous donner, parce qu'ils vont apprendre à la connaître de plus en plus, c'est l'ANTIC. ANTIC. A-N-T-I-C.
c'est une agence de sécurité cybernétique et qui contrôle toutes les activités au téléphone. Ce n'est pas seulement l'argent. Si vous prenez votre téléphone, vous passez votre temps à m'insulter, même si c'est WhatsApp, il y aura une traçabilité. Donc tous les bavards, les asabis, tous les perroquets des réseaux sociaux, on les rattrape. Voilà. Et donc toutes les transactions qui sont faites ont une traçabilité, qu'elles soient légitimes ou délictuelles. Donc quand ça atteint des niveaux critiques, non seulement les opérateurs téléphoniques ont l'obligation de mettre à disposition l'ANTIC, mais l'ANTIC lui-même a des moyens technologiques pour savoir en temps réel que ceci est en train de se passer et il y a une curiosité. Est-ce qu'il a suffisamment du monde et des moyens? Je ne peux pas répondre parce que c'est une question de sécurité nationale. Mais l'ANTIC existe au Cameroun, c'est-à-dire en temps réel. Si vous faites 10 transferts de 1 million, il y aura un signalement qui va être déclenché sur vous et votre numéro de téléphone, d'abord pour savoir la destination de ces transferts. Et à la limite, si ça pose un problème de sécurité, on va vous interroger sur l'origine de l'argent que vous avez transféré et où vous l'avez fait. Donc je veux dire à tous nos téléspectateurs que l'État veille et l'ANTIC se développe. C'est une institution de sécurité nationale. Parce qu'avec l'ANTIC, par exemple, bon, pas de mission, on peut savoir que vous êtes chez moi, là, avec votre tablette. Et l'heure. D'ailleurs, il y a des mouchards maintenant qui font que lorsque vous devenez un homme à problème, on n'a pas besoin de GPS. On rentre dans votre engin numérique et on met un élément qui fait que partout où vous allez, même dans votre chambre, on sait à quel moment vous êtes entré et où vous êtes géographiquement, même sur votre lit. On ne vous voit pas, hein, vous pouvez vous déshabiller, il n'y a pas de problème. Mais on sait que vous êtes là, votre téléphone est à tel endroit, même sous la mer. Vous avez évoqué les cas avec le développement, l'émergence, je peux le dire, des transferts d'argent, des arnaques. Or, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui sont arnaquées via les transferts d'argent. Mais est-ce que le Camerounais lambda a la possibilité de se rapprocher de ces structures-là pour dénoncer ces cas d'arnaque? C'est dit judiciaire, c'est le juge qui ordonne la saisie, par exemple, de tout le listing de vos écoutes. Et l'ANTIC a les moyens de se lever. Maintenant, si vous êtes victime de ce que vous avez appelé l'arnaque ou même de la criminalité cybernétique, vous saisissez un juge qui ordonne à l'ANTIC d'ouvrir une enquête et de donner scientifiquement, technologiquement la réponse à vos préoccupations. Mais vous ne pouvez pas, vous, madame Gillet, vous lever. Allô, ANTIC, veuillez faire ceci. Ceux qui peuvent le faire, ce sont quelques institutions dont je n'ai pas évoqué tous les noms ici, la gendarmerie, la police, les services secrets. Mais vous pouvez y accéder à leur service seulement par la voie, par exemple, judiciaire. Est-ce que dans l'état du système bancaire actuel, est-ce que la place, la priorité que la politique gouvernementale donne au développement des petites et moyennes entreprises est accompagnée par des institutions de financement de leur développement? C'est ça votre question. Orange Money et tout n'ont rien à voir. Si vous gérez une PME, ce n'est pas avec Orange Money que vous payez vos collaborateurs, même si vous êtes un cordonnier. En réalité, l'issue dynamique de la proclamation de la priorité pour les petites et moyennes entreprises, c'est la création d'une banque d'investissement. Et je crois que nous ne sommes pas loin de ce projet-là. L'État doit accompagner les petites et moyennes entreprises par la création de banques d'investissement. Bon, vous savez qu'avant, il y a eu quand même des institutions de soutien aux petites et moyennes entreprises qui ont fait faillite, le FOGAP, le fonds de bon. Mais là, l'État va créer une banque d'investissement. Mais si vous revenez dans le début de notre conversation, je vous ai dit que l'État peut aussi utiliser les banques actuelles dans le système que nous avons en faisant ce qu'on appelle les prêts bonifiés. C'est-à-dire en disant aux banques, écoutez, votre volume, bon, je ne fais pas la publicité, la banque qui a le plus financé
le développement en 2025, du moins le crédit, c'est la Société Générale. Et la banque qui a eu le plus de dépôts, c'est Afriland First Bank. Donc, bon. Mais l'État peut dire, écoutez, l'argent que vous récoltez en dépôt, si vous faites des crédits de telle nature, vous serez défiscalisé, vous aurez tel avantage, au PME par exemple, ouais, c'est bien dit, vous serez défiscalisé pour telle période et tout. C'est ce qu'on appelle le prêt bonifié. Le prêt, c'est une incitation au financement d'une activité qui est prioritaire pour la politique de développement national, économique. Donc, aujourd'hui, la question des PME est centrale. Et à ce propos, lorsqu'il y a eu un débat ici, j'avais le parti pris, je ne suis pas malheureux d'avoir raison avant les autres, j'avais le parti pris de dire que lorsque le président Célestin Tawamba a mis sur la table le problème de l'évolution du GECAM, bon, il y a des gens qui n'aiment pas le mouvement. Ah non. Bon, en créant le GECAM, il a ouvert les portes pour que les PME, les commerçants de Mbopi, les artisans viennent et qu'ils trouvent leur place où, par le fait d'entraînement, tout le monde va se développer. Je vous dis cela parce que je sors des journées de rencontres, la première édition, journée des rencontres économiques du Cameroun à Yaoundé. J'étais invité du GECAM. Formidable. C'est du jamais vu au Cameroun. La parole était libre et il y avait un atelier sur les PME. Et il y avait les panélistes de talent comme le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, Richard Evina Obam. Donc, le GECAM a mis en priorité le soutien aux PME, d'où son association avec ECAM et tout. Et vous venez de mettre le doigt dans une question essentielle du devenir du développement de l'économie camerounaise. Et il faut qu'on ait des institutions de financement, des petites et moyennes entreprises. Et moi, je dirais, même monsieur, parce que je connais des exemples de la Tunisie et du Maroc, pays que j'ai beaucoup fréquenté dans ma période bancaire. Ce sont les PME de ces pays qui font le dynamisme de ces deux économies. Vous n'allez pas... D'ailleurs, ça s'est ressenti au point que certains métiers en France sont sous-traités directement au Maroc ou en Tunisie, où la main-d'œuvre est d'une très grande qualité, c'est le cas au Cameroun aussi, et où les PME ont des machines capables de fabriquer les produits dans la norme mondiale et internationale et d'exporter pour avoir les devises. Donc, en finançant les PME, on finance le développement de l'économie. Avoir une tête bien faite et pleine, c'est un plaisir de parler de l'économie parce qu'en fait, la place publique est totalement envahie par des bavardages sur les faits divers. Or, ce qui est essentiel qui pourrait renforcer le vivre ensemble et la paix, c'est l'économie. Vous voulez dire quelque chose aux téléspectateurs de Carrefour? Vous n'allez pas me payer. J'étais donc à une réunion à Yaoundé, aux rencontres, et un ambassadeur est venu vers moi. Je ne le connaissais pas. Bon, je cite son pays puisqu'il doit être en train de nous voir. Il dit, monsieur, je suis l'ambassadeur du Niger, j'ai vu votre maison, elle est extraordinaire. Je dis, excusez-moi, on ne se connaît pas, mais vous l'avez vue où? Il me dit, j'ai vu votre maison à Carrefour dans une émission. J'ai dit, vous regardez Carrefour? Il me dit, oui, j'ai regardé Carrefour. Il est dans... C'était pas les rencontres, c'était les présentations de vœux au ministre des Transports. Il m'a dit ça, je peux vous assurer que je suis resté. Ça veut dire que vous avez déjà gagné l'espace que vous méritez. Bravo. Merci, fidèles auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Nous remercions également l'équipe technique qui s'est mobilisée et qui a permis la bonne réalisation ici de ce programme. Nous souhaitons une bonne suite des programmes avec Carrefour.